Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir présenter une interview de Joseph Chovanec qui a bien voulu participer dans le cadre de ce MOOC et présenter un certain nombre de réflexions sur le diagnostic ou sur le parcours de vie d'une personne avec TSA. Joseph Chovanec, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Donc, bonjour, je m'appelle Joseph Chovanec, mais tout le monde m'appelle Joseph, et c'est très bien comme ça. J'ai actuellement 37 ans, et donc ça fait déjà de longues années que je milite dans le domaine de l'autisme. En clair, ma petite vie se passe à aller d'un lieu à un autre pour rencontrer des gens. Je suis un peu saltimbanque. Voilà. Est-ce que vous parlez de ces nombreuses années où vous militez comme TSA ou personne avec TSA? Est-ce que vous pouvez nous raconter au fond votre parcours d'enfant et vos souvenirs, le moment où vous avez commencé à sentir que vous étiez différent et comment ça s'est progressivement révélé? Je pense qu'on sent très vite qu'on a un enfant différent, qu'on est soi-même différent, hein. Le défi, c'est de mettre un qualificatif plus juste, plus exact. Le mot bizarre est plaisant, mais il n'est pas très précis. Et c'est plutôt ça le défi, hein. On sait que la personne autiste diagnostiquée ou non est étrange, mais de là à comprendre les choses, c'est encore autre chose. Dans mon cas particulier, il y a eu évidemment mille et une hypothèses. Je suis né à une époque au siècle dernier où ces choses-là n'étaient pas réellement connues. Et comment ça s'est Mm. passé pour vous alors spécifiquement? Alors, spécifiquement, pour dire peut-être une sorte de panorama non diagnostique, hein. Donc, quand j'étais enfant, je ne mangeais de rien. Ça, c'était vraiment la première source de trouble dans la famille. Comment me faire manger, hein. On me surnommait parfois Buchenwald, étant donné que j'étais, on va dire, anorexique de façon extrême. Mais pas anorexique au sens où je voudrais imiter telle ou telle vedette, c'est pas du tout ça le mécanisme, c'est un problème alimentaire beaucoup plus élémentaire. D'autre part, en termes de motricité, c'était vraiment pas ça, non, impossible de faire des pratiques sportives, hein, du moins celles qui sont le plus souvent présentes dans les écoles, hein, non, jeux de ballon, impossible, hein, voilà. D'autre part, ce qui plaisait plutôt aux gens, ce qui plaisait à mes parents, évidemment, c'était des centres dentaires particuliers. J'ai eu la chance ou la malchance de ne pas avoir un centre dentaire unique toute la vie, mais d'en avoir des centres dentaires changeants, c'est-à-dire tous les 2 ou 3 ans peut-être, hein, il y en avait un autre qui C'est pas prenait. mal aussi. Ça permet d'explorer un certain nombre de domaines, peut-être de devenir plus fonctionnel lorsqu'on a un intérêt pour la lecture de livres, hein. Ça permet d'acquérir des trucs sociaux, mais du coup, on est moins spécialisé, hein. Ce qui est plus fâcheux pour avoir un métier plus tard, hein. Donc, il y a des avantages et inconvénients. Évidemment, en termes, j'allais dire, de relations avec les camarades de classe, c'est un mot d'ailleurs faux, puisque je n'en avais pas un de camarade de classe au sens Jamais. exact. À l'université, mais pas à l'école, hein, voilà. Et donc, un certain nombre de profils, plus toutes sortes de bizarreries, hein. Par exemple, la suspicion que j'étais sourd, hein, parce que je ne réagissais pas à l'appel de mon prénom, hein, voyez. Puis aussi d'autres aspects peut-être un peu plus folkloriques, alors qui à l'époque faisaient sourire parce qu'on ne comprenait pas réellement les choses. Par exemple, quand j'étais enfant, tout le monde était convaincu que j'étais une petite fille, quoi. Alors, Pourquoi? à cause de l'apparence, hein, voilà. Ok. Donc, c'est ce qui finalement fait un peu partie de l'autisme, du moins dans un certain nombre de descriptions, hein, voilà. Mais donc, vous voyez, quand on n'a pas, je dirais, une sorte de grille de lecture, on a un certain nombre d'éléments, hein. C'est comme, j'allais dire, une enquête policière, vous avez des éléments, mais comment est-ce que vous allez rendre compte de tout cela? Je pense que c'est Et ça le donc pour défi. vous, comment ça s'est passé finalement? Qui a finalement réussi à comprendre ce qui vous arrivait? Alors, les parents comprennent un label médical ou pas, hein, ouais.
Ça, c'est, je pense, très important à souligner, hein. Mes parents, Vos parents, ils ont su. À un moment donné, ils ont compris que vous aviez un trouble du spectre de l'autisme. non, pas le terme, mais dire le profil de fonctionnement de leur enfant, les parents le connaissent inévitablement. Ils n'avaient pas ce label, ça c'est sûr, hein. Alors, je n'ai eu, je dis, ce label, si vous voulez, qu'au tout début de l'âge adulte, dans des circonstances pas forcément plaisantes, hein. Mais durant mon enfance, étant donné que mes parents avaient compris mon mode de fonctionnement, qui, bon, après tout, n'était pas si compliqué que ça à comprendre, hein. Voilà. Donc, étant donné que mes parents avaient compris, ils avaient plus ou moins bricolé l'environnement. Lorsque le directeur du petit établissement scolaire est un ami de famille qui vient un dimanche sur deux ou presque, il y a des solutions qu'on peut créer, pas forcément de façon très officielle, mais voyez, toutes sortes d'explications. Je dirais que mes parents ont bidouillé pour faire avaler un peu la pilule de l'étrangeté aux autres personnes. Par exemple, en disant que j'étais bizarre sur le plan alimentaire ou vestimentaire parce que j'étais étranger. Alors, Mhm. être étranger, c'est une explication géniale. Votre enfant ne parle pas, bah oui, il est étranger, hein. Et puis après, donc de Mm, l'enfance, ok, il mm, y a un certain nombre d'adaptations du système qui sont possibles, mais après, il y a le passage, quand même, la transition vers l'adolescence, qui est beaucoup plus compliquée. C'est aussi une période où les autres jeunes sont beaucoup moins tolérants, finalement, à la différence sociale, justement. Ce qui mm. est différent inquiète souvent les jeunes adolescents, Oui, amène même, peut amener pas mal de mm, situations de harcèlement, de tout à fait. moquerie. On ne veut Mm, pas être près d'une personne tout différente à quand on fait. a 12 13 ans. Et Et, même avant, pas ouais, et quand même on fait. avant parfois, Oui, ouais. oui, oui. Ah, en effet, hein, dans le harcèlement, les moqueries, je crois que j'ai eu ma dose, hein. Je crois qu'à chaque récréation scolaire, j'ai été frappé, tabassé. À l'époque, je n'avais pas de lunettes, hein. Ça a fait quelques économies de verre, hein. Voilà. Mais si dès cette époque-là, j'avais eu des lunettes, je crois qu'on aurait dû en changer tous les jours, hein. Voilà. Donc, non, cette réalité-là, je la connaissais, hein, le début de l'école, donc ce n'était pas quelque chose de nouveau, hein. Par contre, après, pour ce qui est de l'adolescence, il y a plusieurs cas de figure. Dans mon cas particulier personnel, j'étais passionné par la programmation. C'était vraiment ça mon truc que je passais quelques années complètement à rebidouiller, reprogrammer les premières calculatrices graphiques, hein. Voilà. Donc, alors ça fait certes un décalage, mais d'une certaine façon, j'ai été un petit peu mieux accepté qu'au tout début de la scolarité, donc dans l'enfance. Parce Pourquoi? que les gens ont vu que vous aviez ces talents ou... Ils voyaient que j'étais capable de faire fonctionner la calculatrice autrement qu'eux et que je pouvais, par exemple, leur programmer un jeu qu'ils ne pouvaient pas programmer. Et que, il y a tous ces facteurs-là, hein. Évidemment, je veux dire, n'évitait pas les moqueries ou les insultes. Mais après, vous savez, les gros mots, je ne les connaissais pas, hein. J'ai appris le langage avec les livres, hein. Donc les insultes, en fait, je ne les comprenais même pas en général. Donc, bon, donc il y a eu peut-être pour moi, c'était plus facile que pour d'autres, je pense, hein. Ah. Et puis, je suis aussi devenu à peu près à cette époque-là bon élève, hein. Donc, je suis vers devenu quel pas, âge? on va dire l'adolescence, hein. Non, Pourquoi à ce moment-là? bah, j'ai en fait compris que j'avais intérêt à l'être. Voilà, on va peut-être le dire comme ça. Parce que Hmm. finalement, ça Pour ne pas favorisait. être totalement exclu, hein, de Ouais. l'école. Voilà. En fait, on ne peut pas exclure de l'école un premier de la classe, quoi, hein. Voilà, ou difficilement, hein. Donc, c'était une sorte de protection, hein. Alors, je ne travaillais pas réellement, hein, je ne révisais pas mes cours, hein, voilà. Mais j'ai eu plus ou moins cette chance, du moins pour les quelques années, on va dire très schématiquement, entre peut-être Et dans 12 et votre relation 18 avec ans. les autres jeunes?
Je n'ai pas vraiment de relation, Mhm. non, pas de relation. Alors, les seules relations, c'était avant le début des examens de mathématiques, quand il voulait être assis à côté de moi. Mais en fait, je n'avais pas de relation. Et Non. pendant toutes ces années, pour vous, ça n'a pas été, vous vous êtes jamais dit, mais qu'est-ce que j'ai? Au fond, tout ça, c'est quoi? Vous vous êtes jamais posé cette question? Vous avez Si, jamais eu envie de, si, mais j'avais toutes sortes d'explications, hein. comme, par exemple? Le fait d'être, par exemple, étranger, bon, après, Ça, c'était étranger, votre explication pour vous-même. qu'on finit par intérioriser, hein, d'une certaine façon, hein. Et alors, bon, cette étiquette d'étranger, d'une certaine façon, elle me suit jusqu'à ce jour, hein. Tout le monde croit que je suis étranger au pays en question, hein. Donc, en général, hein, bon, je ne vais pas vous refaire le sketch, mais en général, en Allemagne, on croit que je suis soit néerlandais, soit autrichien. En France, on croit que je suis suisse, hein. Enfin, il y a En tout ce Suisse, qui est... que vous êtes Voilà, français. voilà, ou belge, en Nouvelle-Calédonie, on croit que je suis québécois. Enfin, ouais, avec d'autres choses rigolotes d'ailleurs, mais bon, peu importe les détails. Mais, donc, cette explication par l'étrangeté, on peut l'utiliser et on finit par s'en imbiber. D'une certaine façon, c'est vrai, en termes culturels. Mon arrière-plan culturel, pour ainsi dire, c'est un arrière-plan soviétique caricatural, hein. Donc, quand j'étais ado, je connaissais les noms des goulags, etc. Mais vous, vous êtes né en France. Oui, Ouais, en fait, vous êtes pur français. ah, ça c'est, voilà, on ne sait pas trop, hein. Je n'ai jamais connu l'URSS physiquement, mais quand je vais maintenant en Russie, certains Russes sont épatés de voir que je sois plus imbibé de culture soviétique qu'eux. Bon, c'est très compliqué à expliquer, mais ma sœur, pas du tout, par exemple, hein. Donc peut-être que comme j'ai découvert le monde avec les bouquins de mes parents, dont beaucoup étaient sur ce genre de thématique. De certaine façon, si vous prenez la culture comme paramètre d'appartenance nationale, donc oui, je suis étranger. Donc pour vous, vous Oui, diriez que la lecture, c'était l'intérêt restreint? Le fait de pouvoir oui, être aspiré comme ça dans un oui. sujet? Mais comme je suis lire très très tôt, hein, Oui, j'ai voilà, entendu ça. donc je suis imbibé de ça. Et le langage spontané pour moi est écrit. Allez. Et donc, je pense que sur ce point, Derrida a toute une réflexion. Il oppose la linguistique à ce qu'il appelle la grammatologie. La linguistique en tant que science de la langue parlée, hein, et la grammatologie en tant que science du signe écrit, hein. Et je crois que dans l'évolution des enfants, on a souvent pris comme paramètre premier que l'enfant apprend le langage oral et puis un jour, plus ou moins de façon réussie, le langage écrit. Mais il n'est pas toujours vrai. Enfin bon, ce serait un sujet. Si on continue votre parcours, Mm. donc on comprend que progressivement à l'adolescence, finalement, vous arrivez à mieux prendre en compte votre environnement, ou en tout cas une partie des règles sociales, comment trouver sa place, etc. Racontez-nous quand même ce moment de rencontre du diagnostic pour vous. Ah, mes parents m'ont protégé, m'ont couvert jusqu'à ma majorité, donc à dire Et ça, c'était 18 ans. bien. C'était bien dans la mesure où je n'ai pas été psychiatrisé, si j'ose dire, hein, parce que bon, pour mes parents, le mot psychiatrie évoquait la psychiatrie soviétique, évidemment, ce qui n'est pas forcément très flatteur, hein. Donc, à ce niveau-là, jusqu'à mes 18 ans, j'étais d'une certaine façon couvert, hein, et on pourrait faire toutes sortes de sketchs par rapport aux rendez-vous médicaux que j'avais, hein. Donc, en gros, en 10 secondes pour le dire, devant le médecin, mes parents étaient là et disaient: Entendez, monsieur le docteur, d'accord, monsieur le docteur, nous y veillerons, monsieur le docteur. Merci pour vos recommandations, monsieur le docteur. Et une fois la porte refermée, quel imbécile crétin, idiot, comment c'était un peu ça. Voilà, donc bon, c'est savoureux à raconter. C'était peut-être moins rigolo pendant le moment. Mais à l'âge de 19 ans, pour être très précis,
il y a quelque chose que j'avais compris. C'est qu'en fait, contrairement à mes camarades étudiants, je ne pourrais jamais avoir d'emploi, de stage ou de devenir professionnel. Et je cherchais, je n'avais pas le terme, mais je cherchais une sorte de coach. Voilà. Bon, après, pour moi, le coach, c'était quelqu'un qui m'apprendrait à faire un nœud de cravate, à peut-être faire un curriculum vitae, euh, qui peut-être m'accompagnerait pour passer un mois dans je ne sais quelle entreprise. Bon, mais c'est pas réellement ce que je trouvais. Je trouvais ben, un psychanalyste. Bon, bon, je ne faisais pas réellement la différence. C'était pour moi de savants personnages, quoi. Voilà. Et donc, il y a un engrenage qui s'est un peu mis en place. J'ai eu la bêtise, en fait, au début, de ne pas en parler à mes parents, quoi. Mais je crois que j'avais largement présumé de mes compétences réelles, quoi. Donc, et donc, je me suis retrouvé pendant quelques années sous camisole chimique, on peut dire comme ça. Donc cette personne vous a prescrit des médicaments. Il m'a renvoyé chez un autre collègue. Lui, les psychanalystes traditionnels ne prescrivent pas, hein. Mais c'est un peu comme Ponce Pilate, hein. Donc il renvoie un autre, mais ce n'est pas lui-même qui le fait, hein. Voilà. Donc, bref. Donc, et je pensais réellement que ces produits-là allaient m'aider, me normaliser, me guérir. Assez naturellement. Et je ne m'étais pas réellement documenté. Est-ce que j'avais l'esprit critique requis? Je n'en suis pas sûr, hein. Bref. Donc, oui, puis finalement, on ne m'a jamais donné de réponse ou de raison claire, hein, sur pourquoi, hein, de tout ça, hein. Alors, contrairement à, je dirais, une légende, je n'ai jamais été diagnostiqué schizophrène sur un plan formel, hein. Il n'y a jamais eu de papier. Il y a marqué Joseph schizophrène. Ça, il n'y a jamais eu voilà. Peut-être un doute. Voilà, en tout cas, les médicaments qu'on m'avait prescrits correspondaient plutôt à Les ça. neuroleptiques. Voilà. Aussi, après, il y a eu des dérives. À un moment donné, j'en prenais 3 en même temps, quoi, ce qui normalement ne devrait pas être le cas, même pour une personne schizophrène, on va dire agitée, hein. Et donc, j'ai aussi servi de cobaye. J'ai été l'un des premiers, malheureusement triste titre de gloire, l'un des premiers en Europe à prendre l'Abilify, qu'on appelait Abilify à l'époque, parce qu'on ne prononçait pas à l'anglaise. Voilà, donc, bref, c'est pas forcément. Et donc, bon, c'est là que là, des psychiatres que j'avais avaient émis tout d'abord l'hypothèse, hein, que peut-être je pourrais avoir, je me souviendrai de sa formulation, hein, il avait parlé du syndrome d'Asperger et puis il avait fait une tête bizarre et il avait dit, en tout cas, ça y ressemble. Alors, Aujourd'hui, ce syndrome d'Asperger, il a disparu de la classification. Heureusement, hein. Oui, pourquoi vous dites ça? Parce que d'autres regrettent la disparition du syndrome d'Asperger. Ben, alors c'est une longue histoire. C'est vrai que personnellement, j'ai reçu le fameux, j'allais dire tristement célèbre diagnostic d'Asperger. Voilà, donc non, il devrait être labellisé comme ça. Mais en fait, avant même la sortie du DSM-5, qui donc supprime, on va dire de façon formelle, entre guillemets,
le syndrome d'Asperger, j'étais pour sa suppression. Parce que celui qui m'avait mis la puce à l'oreille, si j'ose parler comme ça, c'était un camarade autiste, Emmanuel Dubrul, qui était une figure militante à l'époque et qui maintenant vit une vie heureuse en Mongolie, loin des questions d'autisme en Europe. Donc, lui, il est chanceux. Bon, fin de la parenthèse. Et donc, lui, il m'avait fait remarquer que selon le médecin, le psychiatre en face de lui, il était soit diagnostiqué syndrome d'Asperger, soit autiste dit de haut niveau. Et c'est là, pour la première fois, j'ai compris qu'il y avait en fait un flou. Ouais. Et en creusant un petit peu, c'était encore à l'époque du DSM-4, donc c'était l'époque où ces catégories avaient valeur, en dire formelle. Voilà. En creusant un petit peu, j'ai vite compris que les grilles, la définition, le diagnostic différentiel de l'un et de l'autre c'était des foutaises. Oui, ou tenait beaucoup à la culture d'un endroit, à la Voilà. formation d'un thérapeute. Et c'était des critères byzantins. On avait inventé des critères byzantins pour distinguer l'autisme de haut niveau et syndrome d'Asperger, cliniquement parlant. Ah. Donc, en tout cas, je dirais là. Mais vous savez, ce qui les Oui. a beaucoup remis en cause Oui. aussi, c'est au fond la découverte qu'une même cause neurobiologique Oui. pouvait donner tout un spectre. Tout à fait. Et finalement, je crois que Oui. c'est surtout ça qui a amené, Oui. en tout cas, qui pour les professionnels qui se sont penchés sur ces Oui. classifications, a vraiment remis leur validité Oui. en cause, Oui. puisque la même cause originelle peut donner tout un tableau. Oui. On perd le sens à Tout à vouloir fait. subdiviser. C'est Voilà. comme si on disait Oui. telle bactérie qui donne une pneumonie, Absolument. elle donne la pneumoniette, la pneumonie, la grosse pneumonie, mais ça n'a pas de sens. Oui, Au c'est une fond. casuistique presque médiévale, byzantine, avec des mots latins ou savants. Et en fait, pardon pour le détail un peu narcissique ou égocentrique, c'est que je découvre un peu l'autisme par le militantisme. Et donc, à la fin des années 2000, donc 2008-2009, on me demandait de façon intensive de faire des confs sur l'autisme. Donc, toujours, la question, c'était de définir l'autisme. Mais je n'arrivais jamais à dire de façon convaincante ce qui définissait l'autisme dit de haut niveau et le prétendu syndrome d'Asperger. Je n'arrivais jamais à le formuler de façon, je veux dire, correcte et ça sonnait faux, quoi. Mais je me demande si une des choses qui a fait quand même qu'il y a eu un tel attachement à ce syndrome, c'est pas le côté un peu glamour, Tout entre à fait. guillemets, qui a beaucoup été Absolument. porté par Rain Man. Enfin, Ouais. encore que le personnage vraiment incarné par Dustin Hoffman, il n'a pas un syndrome Tout à d'Asperger, fait. il a clairement en plus un Tout autisme. à fait. Nous sommes Mais d'accord. il y a quelque chose là-dedans, dans ce côté fascinant du personnage exceptionnel. Alors, Oui, vous voulez dire... vous avez extraordinairement bien dit combien ces labels sont fluctuants. Le vrai personnage derrière Rain Man, à savoir Kim Peek, donc le vrai Rain Man, la personne concrète, n'avait absolument pas le syndrome d'Asperger. Et les jeunes que suivait Kanner, peut-être auraient pu avoir le diagnostic de syndrome d'Asperger. Alors que certains enfants décrits par Asperger n'auraient probablement pas dû l'avoir. Ouais. Donc, ce label-là change extraordinairement. Et si je peux faire un aparté, nous avions, juste dans le début de l'entretien filmé, évoqué une amie commune, à savoir Isabelle Hénon. Ce qui frappe souvent les lecteurs, et je pense pouvoir le dire en toute franchise, ce qui frappe les lecteurs, c'est que son livre, sa thèse, donc, qui porte le nom de syndrome d'Asperger, en fait, parle d'un profil qu'aujourd'hui, on n'aurait pas labellisé comme syndrome d'Asperger. Et donc, il y a un certain nombre de lecteurs qui n'ont pas encore lu le livre d'Isabelle Hénon et qui s'imaginent y trouver un descriptif, j'allais dire, des relations amoureuses type Tinder, des aspis, mais en fait, rencontrent un contenu différent. Ça leur fait un choc. J'ai beaucoup de gens comme ça, d'amis qui ont découvert cette thèse d'Isabelle Hénon. Alors, ça nous montre combien
le label syndrome d'Asperger a fluctué au cours des années pour devenir, comme vous l'avez dit, une sorte de glamour, d'éléments recherchés par un certain nombre, malheureusement, il faut l'avouer, de familles, hein, il y en a quelques-unes, mais aussi de personnes ayant un ego particulièrement développé et qui ont besoin de ce label parmi souvent des dizaines d'autres, hein. Ces diagnostics, j'allais dire, chics, sont rarement seuls, hein. C'est comme si vous avez des montres précieuses, il en faut plus d'une, hein. C'est un peu la même chose pour la satisfaction de l'ego, hein. Vous nous avez beaucoup parlé de cet aspect Asperger. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ce que vous pensez que signifie d'être une personne autiste avec une déficience intellectuelle, voire même une déficience intellectuelle sévère? Oui, très bonne question. Tout d'abord, un point scandaleux. Les personnes qui clament leur aspergitude, aspergatitude, je ne sais pas comment dire, ces personnes-là, quasiment jamais ne s'occupent de personnes autistes non verbales. C'est assez paradoxal que tous les grands discours sur les autistes qui refont le monde, etc., laissent de côté, parfois avec une brutalité inouïe, les personnes autistes jugées non sexy. Et que c'est aux villes neurotypiques, comme ils disent, donc aux personnes non autistes, qu'il incombe de s'occuper, d'accompagner, d'être avec les personnes qui ne sont pas jugées suffisamment sexy. C'est un paradoxe tout à fait inquiétant, tout à fait saisissant, qui en dit très long, hein, sur la nature d'un certain nombre de personnes. Oui. Je connais un certain nombre de militants, hein, qui d'ailleurs gagnent gros, hein, qui ne pourraient accepter la présence d'une personne autiste peu verbale que derrière un cordon de police, quoi. Et je ne caricature pas réellement, hélas. Voyez. Donc malheureusement, je crois qu'on a, d'une certaine façon, en glamourisant un prétendu syndrome du petit génie aspergioïde ou que sais-je, on a mis de côté les personnes pour lesquelles le militantisme a été initialement conçu. Et d'une certaine façon, on prend aux pauvres pour donner aux riches. Si j'ose utiliser cette tournure presque Robin des Bois à l'envers, hein, non, comme quoi il n'y a pas que les hommes politiques qui font cela, hein, de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Là, on a un vrai problème, je dirais, existentiel. Sinon, pour ce qui est, j'allais dire, de votre question en tant que tel, je ne pense pas qu'il y ait une différence massive entre des personnes autistes peu verbales et des personnes autistes verbales, hein. Juste une anecdote, ce n'est pas un argument scientifique, on pourrait être dans les arguments scientifiques, juste une anecdote. J'ai la chance d'aller souvent, chaque semaine au moins une fois, dans des établissements fermés où il y a donc des personnes autistes qui vivent parfois dans des conditions inadmissibles. C'est une chance parce que je peux les rencontrer. Mais ce n'est pas une chance sur le plan, je dirais, évidemment de la satisfaction personnelle par rapport à la condition de vie. Eh bien, l'anecdote, ce qui m'est arrivé beaucoup de fois, qu'en entrant le matin à l'accueil pour commencer ma petite rencontre formation, qu'on pense que je suis un nouveau résident. Et même en Suisse, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Plus d'une fois, on m'a presque tendu les clés de ma chambre. Quand l'emplacement est beau dans les Alpes, on est presque tenté d'accepter. Ah bon, voilà, non, je plaisante. La montagne magique. Ce que je veux dire par là, que évidemment, si on me voit dans un cadre, on va dire, formalisé, donc j'ai l'habitude parce que je fais des baratins tous les jours depuis des années, on peut croire que j'ai toutes sortes de compétences. Mais hors de ce cadre-là, c'est dans la vraie vie. Les gens peuvent tout à fait légitimement penser que je fais partie des gens, on va dire, peu fonctionnels, hein, sur le plan social. Ce qui n'est pas totalement faux, hein, à d'autres égards. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement une différence majeure, hein, entre deux profils, hein. Il n'y a pas deux sous-types, hein, de gens autistes, hein. C'est plutôt, je crois, une question d'opportunité d'apprentissage qu'on donne ou pas aux enfants. Il y a une étroite corrélation entre ce qu'on appelle à tort, hein, le prétendu niveau d'autisme et le statut des parents, hein, statut social, financier et autres. Dans les pays où il y a
la plupart des pays sont de ce type. Dans les pays où il y a toutes sortes de groupes ethniques ou des gens d'origine diverses, très souvent, eh bien, les enfants autistes les plus marginalisés, les plus mis dans des lieux indignes, ce sont évidemment des enfants de familles d'origine étrangère, notamment des origines étrangères les moins bien vues. En Europe centrale, on ne va pas parler de l'Europe centrale en détail, mais dans les écoles dites spéciales, qui en fait ne sont pas des écoles, sont juste des garderies mises à l'écart, on trouve deux types d'enfants, enfants autistes, enfants roms ou tziganes. C'est ça. Ensuite, chaque culture a, je dirais, son ennemi un peu culturel. Donc, il y a une très grande relativité. Et je suis convaincu que le critère financier culturel crée ce qu'on appelle plus tard un prétend du niveau d'autisme. Bon, fin de la parenthèse. Vous pouvez nous parler des mesures d'adaptation ou d'intégration pour les personnes TSA? Dire adaptation de quel côté de la chose? C'est-à-dire du côté de ce que, par exemple, une école met en œuvre ou de ce que la personne met en œuvre? Des mesures que la société met en œuvre pour permettre aux personnes différentes d'y trouver leur place. Il y a ce qui est en effet mis en œuvre et ce qui devrait l'être. Comme toujours, il y a un fossé entre les deux. Alors, ce qui est mis ou devrait être mis en œuvre au niveau de l'école, par exemple, je crois que c'est relativement clair. Donc, formation des professionnels, des enseignants, possibilité d'avoir, selon les pays, on appelle ça assistant pédagogique, auxiliaire de vie scolaire, enfin, peu importe le label, d'avoir, je dirais, ce type de professionnel-là. Ensuite, il est absolument nécessaire que les autres élèves de la classe reçoivent leur formation, leur sensibilisation, qu'il y ait un cadre pensé pour certains profils sensibles. Je pense au moment du repas, je pense au temps de récréation. Ça, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être mises en place, qui sont plus ou moins laborieusement déployées selon les écoles, selon les pays, selon le statut des parents, etc. Ensuite, à l'âge adulte, là, on a un vrai défi pour devenir professionnel. Et permettez-moi de dire avec force, contrairement à certains clichés faux, les autistes ne sont pas des informaticiens. Il n'y a qu'une petite minorité d'entre eux qui s'intègrent réellement aux ordinateurs. Voilà. Ou qui jouent aux échecs. Oui, ça c'est vraiment un cliché absolu, mais franchement, j'ai la chance d'avoir des milliers d'amis autistes à travers le monde. Il y en a très 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 peu qui se jouent réellement aux échecs de façon convenable, si j'ose dire. En tout cas, pas moi, je ne sais pas faire. D'ailleurs, il y a toutes sortes de fantasmes qui circulent à ce niveau. Bref, passons. Comment promouvoir l'inclusion professionnelle dans des domaines, je dirais, autres? Travail avec les animaux, travail dans le milieu de la restauration, de la nourriture, de la gastronomie, travail dans le milieu de la mode. Mais alors, vous soulevez quand même un élément important qui est les compétences, la capacité de la personne à trouver sa place dans un milieu et en même temps, comme pour toutes les personnes, l'aspiration de cette personne à trouver sa place. Comment est-ce qu'on résout cette équation? Comment est-ce qu'on accompagne au mieux une personne autiste par rapport à ses choix dans la capacité de trouver réellement un travail où il peut aussi être fonctionnel, où il n'est pas assisté? Je pense, après c'est une hypothèse personnelle, je pense que l'être humain, autiste ou pas d'ailleurs, l'être humain tend à devenir compétent dans ce qu'il aime. Alors, est-ce que la relation causale est dans ce sens ou dans l'autre? Je l'ignore, sans doute des deux un petit peu. Mais en général, les domaines que l'on aime, ce sont des domaines où on peut être compétent. À discuter, mais j'ai cette petite conviction. Et lorsque la personne autiste, pour prendre cet exemple-là, aime, que sais-je, mettons les animaux ou les plantes, en général, ça veut dire que cette personne a
un certain type de compétences en la matière, qui, bon, évidemment, sont à affiner, développer, comme pour n'importe qui. Aucun métier ne tombe comme ça du ciel. Mais on devrait repenser un certain nombre de débouchés professionnels pour ces gens, qui existaient d'ailleurs. Au 19e siècle, il y avait beaucoup de métiers ouverts pour des gens autistes, mettons peu verbaux, on va dire comme ça, métier de berger. Donc, si vous êtes une personne qui a compulsivement besoin de jacasser avec vos amis, ne faites pas berger. Ça, vous serez en situation de handicap. Ou alors, métier de palefrenier, s'occuper des chevaux, pour parler simplement. C'était jusqu'au début du XXe siècle un débouché tout à fait classique pour des personnes qui aujourd'hui ont sans doute reçu un diagnostic d'autisme. Voilà. Donc, ces métiers-là tendent à disparaître ou alors sont rendus difficiles d'accès par toutes sortes de labels universitaires ou autres qu'il faut détenir. Ouais. Donc, je pense, et puis, il y a cet aspect-là, pour ainsi dire, qu'on peut développer des compétences dans ce que l'on aime et vice-versa aussi, je crois. Mais votre question avait un élément final que j'ai oublié. Vous m'avez dit quelque chose dans votre phrase. À la fin de votre question, il y avait quelque chose que je viens d'oublier, je suis confus. Sur les éléments d'adaptation, d'ajustement. Il y avait autre chose. Non, pardon. Ça vous reviendra Pardon, peut-être. désolé. Ok, on a parlé des éléments d'adaptation, d'ajustement. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'attention sur les interventions précoces et le plus précoce possible. À juste titre, je pense. Oui. À juste titre, l'intervention de qualité, c'est une intervention aussi précoce que possible. Et d'ailleurs, l'une des vertus de l'intervention précoce, c'est qu'elle rend extrêmement floue la prétendue division du spectre de l'autisme. Vous pouvez préciser pour qu'on comprenne ça? La plasticité du cerveau est un donné humain. Je suis convaincu qu'elle existe même à un âge avancé, mais elle est particulièrement forte dans la toute petite enfance. Et je pense qu'un enfant, même avec un profil absolument atypique au sens choquant du terme, peut avoir, je dirais, un apprentissage absolument saisissant si on met en place un certain nombre de choses dès le début. Évidemment, si on tarde 10 ans, si pendant les 10 premières années de la vie, on ne fait rien, à part peut-être brutaliser l'enfant ou essayer de l'éliminer, comment voulez-vous que l'enfant apprenne les mathématiques supérieures? En même temps, c'est vrai, mais pour que ça soit possible, il faut que le diagnostic soit très précoce alors. Tout à fait, nous sommes bien d'accord. C'est un vrai défi. De notre côté, il y a un certain nombre de signes qui ne trompent pas quasiment dès la naissance ou presque, qui peuvent dans certains cas mener à, on va dire, des faux positifs, donc une sorte d'abus de diagnostic. Mais un faux positif en matière d'autisme, du moins dans la petite enfance, n'aboutit pas à des conséquences négatives pour l'enfant. C'est-à-dire, si un enfant est diagnostiqué autiste à l'âge de, que sais-je, 1 an, on met en place des mesures. Et à l'âge de 2 ans, on se rend compte que peut-être l'enfant n'est pas autiste. L'enfant n'a pas été victime des mesures qui ont été mises en place. Et d'ailleurs, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que des enfants non autistes bénéficieraient tout à fait, par exemple, de Denver. On peut citer d'autres cas. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que les méthodes, à dire classiques, une méthode classique, je pense au Teach, etc., n'ont pas forcément été conçues dans l'optique exclusive de l'autisme ou la BA. Vous voyez, bon, évidemment, on peut avoir toute une discussion un peu d'historien amateur sur le sujet. C'est génial, bon, c'est pas forcément. Mais il faut bien comprendre que un enfant non autiste qui vivrait, on va dire, dans un lieu autistisé ne souffrirait pas forcément. Bon, il serait peut-être largué au moment des discussions sur des sujets un peu techniques, mais ça vient plus tard. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments qui vous semblent importants, qu'on peut essayer de partager avec un public autour de cette question du diagnostic? Oui.
En effet, hein. Ah, disons là, il y a des questions extrêmement douloureuses hein, qui se posent au niveau du diagnostic. Alors, il y a évidemment toutes sortes de critères, de grilles. Hein, vous les connaissez mieux que moi, MCHAT, enfin bref, il y a toute une liste. Hein. Mais le geste final, c'est-à-dire de donner le diagnostic ou pas, reste relativement arbitraire. Hein, voilà. Donc, on dit parfois que la valeur du praticien dépend du nombre de personnes autistes qu'il ou elle a connues, ce qui est exact. Mais ça montre indirectement un côté, on va dire, arbitraire de se fier au flair, bon sens paysan, si j'ose dire, du capitaine ou du responsable. Hein. Alors, j'ai le plus grand respect pour les professionnels expérimentés. Mais dans certains cas, on peut, on peut avoir affaire à des situations problématiques. Prenons Ouais, prenons un quelques exemple. éléments concrets. Alors, je vais commencer par un cas qui n'est pas le plus commun, mais qui aboutit à des résultats spectaculaires. Il y a des praticiens stars dans le monde de l'autisme, surtout dans le monde de l'autisme anglophone, hein, surtout, qui donc se déplacent en jet privé. Ce n'est pas une caricature, c'est une réalité, hein, voilà, qui ont une stature internationale majeure. Or, et je ne parle pas à la légère, je n'ai connu un certain nombre très directement. Dans ces situations-là, il est très difficile de résister à l'appel de l'argent et de toujours plus. Dans certains cas, le praticien sent bien que le diagnostic est faux, mais lorsque la BBC est là, vous ferez le nécessaire. Voilà. Donc, je dirais, ce type de situation-là. Hein. Donc, d'une certaine façon, les stars du monde de l'autisme, les stars du diagnostic ne sont pas forcément les plus fiables parce que leur premier souci, c'est leur statut, leur réputation et puis leur salaire en fin de mois. Ça, je dirais, c'est un On premier sent que élément. ça vous met pas mal en colère, ça. Tout à fait, vous l'avez parfaitement senti. D'ailleurs, la présence de l'argent dans le monde de l'autisme est un poison. C'est terrifiant. Hein, et ça risque encore d'empirer. Hein. Pour le dire très cyniquement, à quoi bon avoir dans ma rue le meilleur professionnel au monde s'il faut le payer 10 000 $ la séance et que je n'ai pas évidemment cet argent. Hein. Donc, la présence du meilleur scientifique au monde ne m'apporte strictement rien en tant que famille ou personne concernée. Voilà. Ça, c'est un premier point. Hein. Donc, il y a, je dirais, notamment dans le monde anglophone, au niveau, je dirais, des éléments des personnes les plus connues, un certain nombre de choses qui ne sont pas très jolies à voir derrière les coulisses. Ensuite, il y a des phénomènes de pression qui se mettent en place. Imaginez, vous êtes praticien, vous donnez des diagnostics. Et il y a en face de vous une personne qui veut avoir son diagnostic, avec derrière des réseaux Facebook, mettons, de 1000, 10 000 personnes. Si vous refusez le diagnostic, parfois, c'est l'enfer qui se déchaîne sur vous. Donc, rationnellement, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez le diagnostic. C'est la façon la plus simple, rapide de se débarrasser d'un certain nombre de personnes difficiles. J'avais un terme bien plus vulgaire en tête, mais peu importe. Hein. Voilà. Donc, et là, vous serez considéré comme le bon praticien, celui qui reconnaît bien l'autisme, et vous aurez 10 000 autres personnes qui viendront le lendemain chez vous. Difficile de résister. Difficile de résister à cet attrait, on va dire, de l'argent. J'en connais qui donneraient un diagnostic même à mon poisson rouge, que je n'ai pas, s'il payait en espèces de préférence. Voyez. Donc, ensuite, il y a, mis à part ces questions cyniques d'argent, Mais du coup, ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un surdiagnostic? clairement, je pense notamment dans le cas de certains profils, je pense dans le cas des profils d'adultes. Mhm. Après, je ne sais pas comment tourner ma phrase, mais Ben, peut-être on pourrait citer adulte au féminin aussi. Il y a clairement, on peut considérer après quelle est la proportion de diagnostics vrai ou faux, je ne suis pas le bon Dieu. Hein, voilà. Puis ça dépend de toutes sortes de facteurs. Mais cette proportion tend à devenir conséquente. Hein, voilà. Et il y a aussi des situations de compassion, hein, des diagnostics de compassion. J'avais une longue discussion
avec diverses personnes sur ce sujet-là. Lorsque vous êtes face à une personne qui est dans une situation personnelle, sociale, désespérée, objectivement parfois, hein, oui, vous pouvez tenter de l'aider. Mais alors, qu'est-ce que vous dites à ces professionnels? Qu'il faudrait simplement qu'ils disent qu'ils ne savent pas? Et là, vous voyez, le professionnel peut être animé de la meilleure volonté au monde, hein. Il veut aider la personne en situation de divorce, en situation d'errance personnelle, d'alcoolisme, des choses compliquées, hein. Donc, de donner un diagnostic d'autisme pour que la personne rejoigne une communauté, etc. Mais ce professionnel-là ne voit pas toujours les conséquences que cela a sur la communauté, sur le petit monde de l'autisme. À savoir donc que finalement, des gens débrouillards sur le plan des compétences sociales reçoivent des ressources qui étaient ou devraient être destinées à des personnes particulièrement exclues ou brutalement exclues sur le plan médical ou autre. Avec un phénomène, alors ça, c'est un peu exagéré ce que je m'apprête à dire, mais un phénomène d'éviction. De nos jours, obtenir le diagnostic, notamment à l'âge adulte, est devenu tellement compliqué que ce sont les moins autistes qui sont les seuls à faire toutes les démarches jusqu'au bout. Oui. Mais dans quel sens? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est exagéré, hein. Mais c'est un phénomène, on pourrait parler d'effet d'éviction. Lorsque vous avez peut-être 3-4 ans d'attente, hein, dans certains lieux pour obtenir un diagnostic adulte d'autisme, la plupart des personnes autistes, on va Ne dire, vont pas persister. ne vont jamais faire les démarches, ne vont pas pleurer au bon moment, ne vont pas déployer toute la gamme des attitudes autistiques lors de l'entretien. Voyez? Alors que la personne, pour parler très pudiquement, peu autiste, bon, parfois autiste comme je suis chinois, aura une persistance parfois absolument saisissante, hein, aura, je dirais, tous les critères, hein. Voilà. Je me souviendrai d'un professionnel anglais, le professeur Tam Tam, hein. Il a un nom rigolo, mais c'est un scientifique des plus sérieux, hein. Et il nous avait dit il y a quelques années, lorsque la personne présente tous les traits de l'autisme, c'est qu'elle ne l'est pas. Bon, c'est bien sûr une sorte de boutade, mais qui a un fond. Bon, pardon d'entrer dans des choses qui ne sont pas forcément plaisantes à exposer. Mais Peut-être que les choses sont très différentes dans le monde des enfants tout à fait. et dans Tout le à monde fait. des adultes. En effet, hein. Et j'ai l'impression qu'un certain nombre de professionnels sont réticents à faire des diagnostics à l'âge adulte, justement pour éviter un certain nombre de problèmes de ce type. Travail dans le diagnostic je dirais, des enfants peut être d'une certaine façon beaucoup plus proche d'un idéal professionnel, hein. Et pour parler très cyniquement, si je devais être professionnel du diagnostic, ce que je ne suis pas, Dieu merci, eh bien, je travaille dans le domaine de l'enfance, hein, très clairement, hein, voilà. Ou alors dans le domaine des personnes âgées, dont on ne parle jamais. Voilà. Bon, bref. Mais je ne ferai pas de diag d'adulte. Autre chose que vous avez envie de dire, n'importe quoi. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous semble important. Beaucoup de choses, évidemment. Mais, peut-être je me restreindrai à deux éléments, deux points rapides, hein. Un point, c'est le cas des seniors, personnes âgées, on peut utiliser le terme qui vous plaira, concernées par l'autisme, mais d'autres particularités aussi. Je pense qu'il est absolument choquant de voir que cette thématique-là a été totalement repoussée hors du domaine associatif, hors du domaine de la recherche. Et pas qu'en langue française, hein. En anglais même, vous trouverez très peu de travaux de recherche sur le vieillissement, l'être âgé avec autisme dans le monde. Bon, il y a peut-être des bonnes raisons, il y en a aussi certainement des mauvaises. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que la société occidentale, donc celle qui produit le plus les publications de recherche, est une société extrêmement phobique par rapport au vieillissement,
Oui, en gros, dès que la personne n'est plus, pardonnez à tourner, n'est plus sexy, hein, elle est repoussée avec une brutalité très grande, hein. À titre personnel, je pense, et je ne parle pas totalement à la légère, hein, je pense que le critère d'humanité, c'est d'avoir des jambes fonctionnelles, hein. Dès lors que la personne n'arrive plus à marcher correctement, on la repousse assez brutalement du monde, de l'accès aux soins, enfin, c'est assez saisissant. Ou même, par exemple, vos amis ne voudront plus entrer en contact avec vous dès lors que vous ne marchez plus correctement. Mais Et- ça, c'est pas quelque chose qui est aussi vieux que l'humanité? J'allais dire, je n'en suis pas si convaincu. Je pense que dans des pays non occidentaux, ah, bien sûr, il y a parfois la misère, la pauvreté, etc. Mais j'ai la chance de passer beaucoup de temps dans le tiers-monde, hein, en Afrique et ailleurs. Et donc, souvent, il y a une forme de solidarité qui est extraordinaire, hein. Je veux dire, là, euh, évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a des couacs, comme je dis, la pauvreté parfois effarante. Mais néanmoins, je pense que cette forme de brutale exclusion de la personne non sexiste est un phénomène typiquement occidental, hein. Par exemple, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, en termes de recherche, par exemple, sur la perception de la mort, hein, c'est la société occidentale qui est la plus pauvre et la plus dépourvue de ressources. À part la Oui. question du vieillissement, un Oui, autre rapidement, une autre thématique. Tout simplement, j'allais dire, c'est un terme peut-être usé, mais de l'espèce de fraternité entre gens autistes, hein. Bon, c'est une sorte de rêve ou d'idéal. Elle a existé, hein, il y a quelques années. Aujourd'hui, elle n'existe plus, clairement, hein. Il n'y a pas, je dirais, de lien correct entre personnes autistes qui ferait vraiment une sorte de sens de communauté. Voilà. On pourrait avancer mille et une gloses et rejeter la faute sur l'autre, enfin, comme toujours, hein. Et je pense que c'est ce qui a induit ce basculement vers une sorte de guerre de tous contre tous. De nos jours, même Temple Grandin, l'icône, se fait massacrer, hein, par les jeunes générations de gens autistes anglophones. Dans le monde francophone, c'est pire encore. Je pense que les deux paramètres qui ont joué, c'est d'une part la perte de la notion de centre d'intérêt dans le monde de l'autisme. Il dans y a, quel sens? il y a encore quelques années, le critère de centre d'intérêt faisait vraiment partie des choses inévitables pour avoir un diagnostic d'autisme. Ce n'est plus vrai maintenant. La plupart des gens autistes actuellement n'ont plus de centre d'intérêt, n'ont pas de centre d'intérêt. Du coup, c'était ce centre d'intérêt qui crée le lien, qui crée les échanges entre gens autistes. Alors certes, on n'avait pas tous le même, hein, mais néanmoins, on finissait en général, au moins certains d'entre nous, à établir du lien, que ce soit autour des insectes, que ce soit autour des ordinateurs, pour apprendre le cliché ou d'autres choses. De nos jours, la plupart des gens autistes n'ont plus de centre d'intérêt. Donc, si vous faites une réunion entre, par exemple, adultes autistes, il faut se caler sur un plus petit dénominateur. Comme il n'y en a plus vraiment, donc il y a des conflits, on n'arrive plus à communiquer. Puis un autre facteur, c'est tout simplement une question d'argent. Beaucoup de gens souhaitent, ça peut être légitime, vivre de l'autisme, hein, mais Est-ce que aujourd'hui, dans la mise en place d'interventions ou même de nouvelles interventions, il y a des choses auxquelles les professionnels doivent être attentifs? oui, il y a dans le monde de l'autisme une pratique d'apprentissage des habiletés sociales ou des codes sociaux. Il y a plusieurs termes qui existent. Il y a souvent certains de points que l'on oublie, hein. Premièrement, l'aspect, j'allais dire, négatif des compétences sociales. Apprendre à dire bonjour au monsieur ou à la dame, c'est très gentil, c'est souhaitable, mais il y a aussi l'aspect négatif du monde. Les gens ne sont pas gentils, hein, du moins pour certains. Et il faudra apprendre à s'en protéger. Savoir se tirer d'affaire des situations négatives, ça, souvent, on l'oublie dans ces groupes d'habileté sociale. Savoir se protéger est pourtant fondamental, hein. Les gens autistes sont victimes d'abus dramatiques parfois.
Et évidemment, on peut citer les viols, mais pas que un. Il y a toute la gamme, hein. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, hein. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur le plan des habiletés sociales, les gens autistes ont souvent une difficulté en termes de généralisation, hein. On peut apprendre à annoncer des salutations dans un cabinet de tel ou tel professionnel, c'est une chose, mais en situation, c'en est une autre. Donc, peut-être qu'on devrait vraiment essayer de faire des apprentissages d'habileté sociale le plus possible en situation, hein. Le plus Voilà. naturalistique possible. Et, Et l'autre et, et, chose que vous dites, et au fond, voilà. c'est que Et- c'est une chose d'apprendre à une personne à s'ouvrir, mais il faut pouvoir lui apprendre à s'ouvrir et à prendre en compte ce que cette capacité d'ouverture peut aussi représenter une mise en danger de la personne. Tout à fait. Ah, vous voyez, dans la société humaine, il y a deux types de gens. Les gens qui sont considérés comme handicapés et les gens qui sont considérés comme valides. Et les gens adoptent telle ou telle grille de lecture en fonction de leur vision qu'ils ont de vous. Donc, si par exemple, pardon pour la caricature, je ne vous regarde pas et je fais un certain nombre de gestes bizarres, vous croirez à une personne handicapée, donc vous serez, exemple, très gentil avec moi, hein. Vous allez me donner ma limonade, vous m'accompagnerez à la gare, voilà. Bon, du moins, je l'espère, hein, voilà. Par contre, si, mettons, je joue une forme de comédie, hein, de la normalité, vous penserez que je suis fonctionnel, hein. Peut-être à juste titre d'ailleurs, hein. Mais du coup, il n'y aura pas forcément ce type de prévenance ou de petites solutions, hein. Et l'écueil pour les personnes autistes qui ont suivi beaucoup de groupes d'habileté sociale, c'est qu'on les prend un peu trop facilement pour normaux, si j'ose dire, hein. Et c'est là qu'il y a des situations très compliquées qui surgissent. Et une amie, Morgane Aubino, a soutenu sa thèse de doctorat de psychologie il y a un an à peu près sur justement ce sujet-là. Une thèse qui a été primée, hein, d'ailleurs, hein. Je vous invite à la regarder, c'est passionnant, hein. Comment, je veux dire, certains apprentissages ont des effets pervers. Ce n'est pas spécifique à l'autisme, hein. Si vous apprenez par exemple le japonais de façon très 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 poussée, hein, vous pourrez tenter de passer des entretiens d'embauche entre japonais. Mais là, on ne pardonnera aucun de vos petits couacs. Par contre, si vous apprenez un tout petit peu de japonais, hein, juste les 2, 3 mots de base, eh bien là, peut-être vous serez embauché plus facilement. Parce que vous passerez dans la procédure pour, par exemple, expatriés occidentaux au Japon. Et non, il suffit de savoir dire 2, 3 mots de base et ce sera bon. Voyez. Donc, il y a, je dirais, les aptitudes de la personne et il y a le jugement de la société. Et il ne faut pas que la personne autiste soit, je dirais, perdante par rapport aux apprentissages qu'elle a réalisés, hein. Et pour dire peut-être de façon plus populaire, c'est l'éternel débat entre familles, une famille qui a un enfant autiste non-verbal et l'autre famille qui a un enfant autiste qui parle le latin comme Cicéron, quoi. Voilà. Donc la première famille dit à la deuxième, vous êtes des sales privilégiés, le mien ne parle pas. Et l'autre famille réplique, oui, le nôtre, il parle, mais ça ne lui sert strictement à rien, il se fait encore plus tabasser que le vôtre. Voilà. Donc, bon, il y a des malentendus. Et ne sous-estimons pas un peu la difficulté de la vie d'un certain nombre de gens qui, en apparence, ont appris quelques petites bricoles sociales. Le taux de suicide, de vie à la rue, hein, sans domicile fixe, et d'autres facteurs sont là pour nous souligner un peu, je dirais, l'urgence, hein, de prendre en considération l'ensemble de l'autisme et pas juste telle ou telle sous-caste au gré des modes médiatiques extrêmement passagères comme on sait. Joseph Chovanec, merci beaucoup de ce moment d'échange et aussi de la sincérité, de la chaleur de vos réponses. Et on retrouve nos étudiants pour la suite de ce MOOC.